rendu et vous aurez le lien de l'enregistrement de cette réunion. Donc, merci de couper vos micros. Éventuellement, si vous voulez vous renommer, ça permet aussi qu'on sache dans quelle structure vous travaillez, qu'on ait une visibilité un peu de qui sont les participants, même si on a une liste d'inscrits. Mais c'est vrai que vous pouvez, hein, sur dans les trois petits points à côté de votre nom, vous pouvez vous renommer et mettre votre nom et votre structure dans laquelle vous travaillez. Donc, je fais une très brève introduction sur les enjeux de l'alimentation durable, euh, notamment le contexte réglementaire, mais Le très son à fond, je ne rapidement. sais pas. On va peut-être tourner l'écran dans l'autre sens. Attends, ce que je vais faire. On entend des voix, si, n'hésitez pas voilà, à couper votre micro pour laisser la parole aux intervenants. Donc, les intervenants, on aura 4 personnes qui vont intervenir lors de ce webinaire. Donc, Philippe Gallet qui va nous présenter l'alimentation durable euh, et les enjeux et qu'est-ce qu'on attend d'une stratégie d'alimentation durable. Et puis ensuite, on aura 2 retours d'expérience de collectivités. Donc, Ludovic Lignot de la ville de Villeurbanne, Véronique Montpetit de Grenoble-Alpes Métropole, sur 2 marchés différents, un sur l'achat de denrées alimentaires et pour Grenoble, la métro de Grenoble, les prestations de traiteurs. Et puis une présentation de la centrale régionale Auvergne-Rhône-Alpes, centrale d'achat Auvergne-Rhône-Alpes, sur les possibilités qui sont offertes aux collectivités voilà, qui souhaitent partir en centrale d'achat. Euh, via les services qui sont proposés par la région. Alors, un contexte très rapidement, hein. Le contexte, vous le connaissez sans doute tous, de la loi Egalim du 30 octobre 2018, avec une dernière version au 30 mars 2023. 3 objectifs, hein, 3 grandes cibles dans cette loi Egalim. Une partie consommateur, donc l'aspect consommateur, dont l'objectif c'est d'offrir une alimentation saine, sûre et durable. On verra ce qu'on entend par une alimentation saine, sûre et durable, et répondre aux questions de santé publique et de précarité aussi. L'aspect producteur, puisque l'objectif aussi de la loi Egalim, c'est de garantir aux agriculteurs une rémunération plus juste et valoriser une agriculture plus vertueuse. Donc, c'est la partie durable, hein, de la production alimentaire. Et puis un aspect transition écologique, ce que je disais là, ce que je venais de dire, favoriser une agriculture durable, réduire le gaspillage alimentaire, avec des objectifs aussi de réduction de gaspillage alimentaire. Il y a aussi, en lien avec la loi AGEC, disparition des contenants en plastique et d'autres objectifs, hein, qui sont dans ces aspects réglementaires. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais évidemment que n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, interagir avec les différents intervenants de ce webinaire. Du coup, je vais laisser la main à Philippe Gallet de C5S qui va se présenter et qui va nous parler d'alimentation durable et qu'est-ce qu'on entend par alimentation durable. Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste pour me présenter rapidement, je suis consultant formateur en transition alimentaire, surtout restauration collective depuis tout le temps, j'allais dire pratiquement. Ça fait 35 ans que je travaille en restauration collective et donc j'ai monté un cabinet il y a une quinzaine d'années, C5S pour une alimentation durable. Et je vous mets cette petite image de présentation. C'était la page de garde d'un de mes mémoires d'études d'il y a plus de 20 ans sur agir pour une alimentation de qualité entre conviction personnelle et
obligations professionnelles, collectivement et individuellement. C'est pour vous dire que les enjeux de l'alimentation sont depuis la nuit des temps, hein, l'enjeu de se nourrir est l'enjeu vital et majeur de l'humanité. Voilà, c'était une petite boutade. Ce que je vais vous présenter, c'est plutôt, alors, parce que je sais que derrière, il y a aussi des acheteurs publics là, qui vont présenter, notamment Ludovic. Moi, c'est plutôt une approche, ce qu'on entend par qualité, parce que si on s'en tient à la définition de l'ADEME, sur l'alimentation durable, c'est nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, avec une juste rémunération des acteurs. Euh, si je vous dis qualité, souvent on me dit qualité des produits, et puis on en reste là. Euh, donc en fait, tout ce que l'on fait en matière d'alimentation, que ce soit à titre individuel ou collectif, dans une collectivité publique, mais aussi dans un restaurant, etc., à titre personnel, à titre familial, c'est faire des choix alimentaires. Ces choix alimentaires, ils sont toujours, quoi qu'on fasse, arbitrés selon ce que j'appelle moi les 5 S de la qualité ou les déterminants du comportement alimentaire. Euh, alors, il n'y a pas d'ordre, mais le premier que je présente en général, parce que je suis diététicien nutritionniste de formation, c'est l'aspect santé. L'aspect santé, évidemment, on a besoin de se nourrir de manière équilibrée pour avoir un certain nombre de nutriments, pour avoir des oligo-éléments, des calories, etc. Donc cet aspect santé-là, de toute façon, ça ressort dans toutes les politiques publiques, hein, que ce soit évidemment la loi Egalim, mais avant les programmes nationaux de nutrition santé, qui existent toujours évidemment, maintenant également dans les contrats locaux de santé, enfin dans un tas de politiques publiques, que ce soit orienté alimentation, restauration collective, que ce soit orienté plus grand public, comme le PNNS, on doit être à la version 4, si j'ai bonne mémoire. Donc ça, c'est un critère de choix majeur que tout acheteur public, évidemment, aura à intégrer dans ses projets. Euh, je dirais qu'ensuite, évidemment, qu'on mange pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir, pour être satisfait, au sens satisfait, ça veut dire manger à satiété. Et manger à satiété, ça passe par les saveurs, ça passe par les 5 sens. Donc, ça va être aussi là de faire des choix en matière d'achat où les produits ont un certain goût, sont frais, sont de saison, euh, peuvent être bruts, peuvent être transformés, etc. Donc cet aspect-là va être primordial également quand on va faire des choix alimentaires, quel que soit le type de choix, hein. Là, je ne rentre pas dans les achats directs, les délégations de services publics, le traiteur, etc., hein. C'est sympa, Pascal. Leslie, on prend de même? Ah, j'entends du monde, mais c'est peut-être normal. Oui, je vais Hein. continuer. Donc, la satisfaction, les 5 sens, ça c'est primordial et ça aura un aspect derrière dans l'éducation des mangeurs euh, que vous avez dans vos collectivités, quels qu'ils soient. Cet aspect-là n'est vraiment pas à négliger et bien au contraire. Se faire plaisir à table, c'est quand même essentiel. Euh, Quand on parle d'alimentation responsable, forcément, on va parler de sécurité. Alors, le mot sécurité, je l'entends sur plusieurs aspects. Euh, Ce qui vient souvent en tête quand on est en restauration collective, vous voyez des petites bêtes, là, c'est la sécurité sanitaire des aliments, mais c'est qu'un aspect de la sécurité. Euh, on va rajouter la sécurité vraiment au sens alimentaire, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Là, c'est d'actualité de plus en plus avec les événements, notamment politiques, mais également, on en parle de plus en plus dans les politiques d'achat par rapport à la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, comment de rendre accessible à tous une alimentation saine et durable. Donc, ça aussi, ces aspects-là, quand on va acheter un service, des produits, on va faire des travaux, etc., cet aspect sécurité
alimentaire au sens politique, hein, souveraineté est primordiale. Et je rajoute, parce qu'en matière d'alimentation durable, on parle souvent du volet environnemental, du volet économique, euh, et de temps en temps, un petit peu quand même, du volet social. Et pour moi, les acteurs de la transformation, alors que ce soit en amont avec les agriculteurs, les intermédiaires avec les transformateurs, mais dans les transformateurs, on a toutes les équipes de cuisine. Et la sécurité, entre guillemets, sociale des travailleurs, leur sécurité du travail, est aussi quelque chose de vraiment primordial dans une politique publique. Et je sais que des collectivités, notamment, ben, mettent des clauses sociales dans leur marché, par exemple en favorisant l'insertion de certains publics précaires, etc., mais également en mettant en place pour leur collectivité des outils ergonomiques, des outils qui facilitent, enfin, qui évitent les accidents du travail, etc., hein, puisque c'est vrai qu'on a un certain nombre de précautions à prendre aussi pour nos travailleurs, quels qu'ils soient. Euh, L'aspect service bah, est essentiel aussi. Quand on parle de qualité de service et de choix alimentaire, bah, ça va être le type de restauration qu'on va proposer, hein, tout simplement. Ça va être également le type de produit aussi qu'on va proposer, parce que le service rendu entre un produit frais et un plat cuisiné n'est pas du tout le même. Bien sûr, dans le service, il y a le rapport qualité-prix, donc les aspects financiers vont rentrer en compte, les aspects organisationnels du travail, que ce soit dans une cuisine, dans les cantines où on sert, etc. Euh, et cet aspect service, c'est c'est absolument essentiel, puisque je reviens à l'éducation des mangeurs. La réussite d'un service public, notamment en restauration collective, passe par de la formation, des compétences techniques, et on sait très bien que depuis de nombreuses années, on a du mal à recruter euh, des personnels, que ce soit en cuisine, mais également au service, pour plein de raisons, et notamment une raison alors, financière, euh, puisqu'il y a la concurrence de la restauration commerciale quand même, qui rémunère globalement maintenant un petit peu plus qu'avant ses salariés. Et donc voilà, on peut avoir une fuite. Et puis là, je voudrais insister aussi, quand je parle aussi de social, c'est un petit signe d'alarme que je mets, c'est attention à l'ubérisation de nos métiers de restauration, quels qu'ils soient, parce que on a de plus en plus de sous-traitance et de prestations de services qui sont confiées, moi je l'ai vu dans certains endroits, à des prestataires qui sous-traitent derrière avec des précarités plus ou moins fortes. Et puis l'autre aspect, qui est plus sociologique, que j'appelle celui des savoirs, c'est toute la dimension symbolique de l'alimentation, mais qu'on est obligé de prendre en compte également, à savoir les cultures, les croyances, les représentations qu'on a tous sur l'alimentation, quel que soit notre parcours, notre histoire, etc. Et puis, je dirais, dans un cadre de collectivité territoriale, euh, bah, il va y avoir la dimension symbolique de l'alimentation qui va passer notamment par la laïcité, hein, puisque c'est des éléments à prendre en compte aussi. Donc, dans un choix alimentaire, que ce soit individuel ou collectif, finalement, on arbitre toujours en fonction de ces 5 choix, de ces 5 critères. Et ces 5 critères peuvent être mis dans une politique d'achat, de services, de produits, euh, de manière obligatoire pour certaines choses qu'on a vues qu'il y a dans la loi Egalim, la loi AGEC, mais de manière volontaire également, en plus de cette loi, par des exigences supplémentaires. Si je pense à la santé, euh, rien n'est indiqué dans la santé concernant, par exemple, la présence ou non de certains additifs, à part ceux qui sont cancérigènes éventuellement qu'on peut enlever, mais rien n'est indiqué là-dedans. Voilà. Je passe ensuite sur la diapo suivante, Catherine, voilà. Et donc, du coup, l'approche d'une alimentation durable,
Bon, vous connaissez les trois volets sans doute, environnemental, social et économique. Il y a tellement d'angles d'entrée possibles pour une collectivité que tout est bon à prendre, en fait, je dirais. Ce tableau-là, je l'ai créé il y a déjà une quinzaine d'années. Je me suis inspiré évidemment de ce qui existait. Alors, ce n'est pas forcément dans les bonnes cases, mais peu importe. C'était pour vous donner toutes les pistes d'entrée qu'il y a de possibles pour aller vers une alimentation durable. Alors, ça, c'est valable à titre individuel, mais également à titre de collectivité publique, puisqu'on va y retrouver le commerce équitable, la restauration collective, les AMAP, la vente directe, etc., les aliments bruts ou peu transformés. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup encore de ça. On n'avait pas le terme aliment ultra transformé, hein, qui a été largement développé ces dernières années. Les concepts d'éco-restauration, ça, c'est par exemple quand on conçoit une cuisine, eh ben, c'est aussi de penser à tout l'environnement autour de la cuisine et autour de la cantine. Utiliser les déchets, bon, bah, maintenant, dans les lois, on a pas mal de choses qui sont obligatoires. Ça, ce sont des exemples. Et puis également, bah, ce qui est lié au monde agricole, hein, les visites de ferme, l'agriculture biologique, ce qui est lié au monde de la gastronomie, parce que pour moi, la gastronomie et la restauration collective sont les faces d'une même pièce, hein. Il n'y a pas de différence et même souvent, l'agriculture, la restauration collective a été porteuse d'amélioration largement par rapport à la restauration commerciale. Et c'est à voir maintenant dans toutes les émissions, il y a du végétarien, il y a des produits bio et locaux, etc. Donc, en fait, la restauration collective a plutôt bien porté tout ça. Donc ça, ces clés-là d'une alimentation durable, elles peuvent être voilà, engagées dans des politiques d'achat, dans des politiques de services publics, autour du sain, du viable et de l'équitable, hein. C'est ce qui donne réellement la définition d'alimentation durable. On parle de responsable, c'est vrai que le terme anglais sustainable veut dire ni l'un ni l'autre, hein, veut dire soutenable, mais effectivement, on est vraiment dans cette démarche-là. Voilà un petit peu pour vous représenter rapidement, hein, puisque je crois j'avais 10 minutes et je préfère laisser un petit peu plus de questions s'il y a quoi que ce soit. Tout ça, ce sont vraiment des outils à disposition. Alors, ce tableau-là, il est libre d'accès. Vous pouvez vous en servir, il n'y a pas de souci. Il faut juste voilà, citer l'auteur. Mais c'est vraiment de montrer que quand on est un acheteur public, il y a des aspects réglementaires, mais il y a aussi pas mal d'aspects volontaires pour aller au-delà. Là, vous voyez, si j'ai marqué local, acheter local, bon, je sais qu'il y a les contraintes de certains marchés publics, mais c'est quand même une démarche volontaire, puisqu'elle n'est pas inscrite officiellement dans la loi, dans les lois Egalim de cette manière-là. Voilà ce que Disons qu'on ne j'avais peut à pas dire. l'écrire comme ça dans un marché. Voilà, on ne peut Mais pas l'écrire comme ça, tout à fait. on Voilà. reviendra sur les sujets après. Et puis après, il y avait pareil, une petite phrase que j'aime bien citer. Euh, il faut jamais chercher trop la complexité, hein. La simplicité, c'est quand même une bonne chose, même si le monde est complexe et que pour faire des marchés publics, Ludovic en parlera peut-être, il y a besoin de saucissonner et de faire un certain nombre d'allotissements un peu complexes parfois pour bien acheter. Voilà. Voilà, merci de votre attention. Ben, je suis à votre écoute quelques minutes. Merci beaucoup. Vous aviez une dernière diapo, vous vouliez la Oui, commenter? voilà, je voulais juste présenter un type d'accompagnement possible, hein, pour les collectivités. Souvent, alors quand elles ont bien démarré sur des projets alimentaires territoriaux, que ce sont des démarches de longue date, elles savent où elles vont, mais j'ai affaire à souvent des collectivités, qu'elles soient grosses ou petites, qui ne savent pas par quoi commencer. Et, euh, et effectivement, faire ce qu'on appelle un diagnostic de départ peut être nécessaire. Voilà, c'est un des types d'accompagnement que je propose. Parfait, merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations?
Vous pouvez soit l'écrire dans le chat, soit prendre la parole. Il n'est pas non plus une quarantaine de participants, donc n'hésitez pas à réagir. On aura peut-être des réactions communes en fin de... Je vais juste prendre la parole 2 minutes, mais dans tout ce qu'a dit Philippe, on a dans ces 15 années quand même aussi le fond et la forme. Le fond n'a pas changé. Par contre, la forme, on s'aperçoit que, et c'est un des murs auxquels on pourra en débattre peut-être en fin de webinaire, mais un des murs auxquels on se confronte, qui est la partie éducative sur laquelle tu as abordé certains éléments, Philippe, euh, et qui est la limite de notre activité en tant qu'acheteur ou en tant qu'opérateur de restauration. Limite de notre activité individuelle, mais pas collective, au niveau des collectivités territoriales ou nationales. Et voilà, on en reparlera, mais quand on parle de gaspillage, on se heurte à un problème d'éducation alimentaire. Quand on parle de qualité de produit, on se heurte à un problème d'éducation alimentaire. Pas que des enfants, hein. En l'occurrence, moi je vais parler des enfants tout à l'heure, puisqu'on s'occupe essentiellement de restauration scolaire. Quand on parle de bio, on se heurte à un problème d'éducation alimentaire. Quand on parle de végétarien, on se heurte à un problème d'éducation alimentaire. Pas simplement cette fois des enfants ou des parents, mais également de nos professionnels. Et en fait, on a une espèce de plafond de verre qu'on n'arrive pas à casser. Et je pense que le gros chantier des 10 prochaines années, il est là-dessus. Il est pas de continuer à faire de l'injonction sur l'ensemble des périmètres sur lesquels on agit et que je viens d'évoquer. Il est vraiment sur cette partie euh, compétences, culture, éducative, enfin, bon, on peut mettre les mots qu'on veut, mais et qui nous permettra d'avancer sur les sujets plus techniques. On démarre sur les sujets techniques et en fait, on s'aperçoit que nos sujets techniques se confrontent à des problématiques de mise en œuvre. Voilà, technique, on y arrive toujours, hein. Ça, vous me donnez un problème technique, je vous trouve une solution technique. Emmener 13 000 gamins, 9 000 familles, 650 agents, voilà, c'est un autre sujet. Alors, je partage tout à fait ton point de vue. Effectivement, l'éducation, enfin, la partie finale dans la restauration collective aval est absolument essentielle. Et moi, de par ma formation d'accompagnement éducateur, enfin, personnel de santé, hein, c'est vraiment mon souci premier. Juste précision, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin, donc je ne pourrai pas compléter s'il y a des remarques parce que là, j'enchaîne avec une formation pour des élus régionaux et je vais devoir bientôt vous quitter. Merci en tout cas pour votre intervention. Du coup, je laisse la parole à Ludovic Lignot. Je partage juste. Hop, je mets en plein écran. Juste, Voilà, c'est tout bon. ouais, il faut juste que je vous retrouve en visuel. Je vous ai perdu en visuel, mais ça va revenir. Vous m'entendez ou pas? Oui, 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 on vous entend très Bon, bien. bah, Moi aussi. je vais la faire à l'aveugle, c'est pas très grave. Hop, je vous demande 15 secondes. Euh, Juste que je capte. Bon, voilà. Un écran là-dessus. Et je pense que j'ai votre vision qui est là. Ludovic Lignot, je suis directeur de la restauration municipale sur Villeurbanne. On Voilà, une petite intervention sur la partie achat, à la fois la stratégie poursuivie par la ville et donc par mon service, et à la fois la mise en œuvre, notamment de ce qu'on a mis en place en 2022. Et puis, on pourra évoquer également les éléments, on va dire, conjoncturels et structurels qui se sont passés aussi sur les marchés publics, et notamment sur les marchés alimentaires en 2023, avec beaucoup de choses qui ont été bousculées dans la mise en œuvre de nos marchés du fait de l'inflation galopante et de la disponibilité des produits. On peut passer au slide suivant. Hop. Donc, un petit préambule quand même. J'ai pas prétention de parler au titre de tout type de collectivité, de tout type de restauration. Donc, c'est pour ça que je vais d'abord présenter un petit peu
le contenu de notre métier, cœur de métier qui on nourrit, sur quelle quantité, dans quel contexte. Parce que on le verra par la suite, hein, évidemment, les conditions de passation de marché et la capacité des collectivités à porter des marchés est bien différente suivant qu'on est une commune de 150 000 habitants comme Villeurbanne ou si on est une commune de 3 000 ou 4 000 habitants. On n'a pas du tout la même... on ne peut pas avoir la même approche et la même mobilisation de moyens. Mais dans un sens comme dans l'autre, hein. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste qu'on a des modèles qui peuvent se développer suivant la nature et le volume concerné. On a une unité centrale de production qui nourrit donc 8600 enfants tous les midis, donc 30 écoles, 30 restaurants scolaires et 15 crèches. On a également un petit site qui est un site de restauration plutôt pour les adultes, hein, qui est pour le personnel de la ville qui est en restauration sur place aussi avec 250 couverts jour. Et une troisième unité de production qui s'adresse à une population senior de 4 résidences-services, 2 EHPAD et un peu moins de 300 portages à domicile par jour. Ces 3 unités représentent à peu près 60 agents de production logistique et administratif. Petite particularité à Villeurbanne, c'est qu'on est une direction autonome. Il y a beaucoup de collectivités de nos tailles qui ont des directions de restauration qui dépendent de la direction de l'éducation. On ne dépend pas de la direction de l'éducation. En revanche, une particularité aussi de Villeurbanne, c'est que l'ensemble du personnel de service sur les écoles ne dépendent pas de ma direction. Ils dépendent bien de la direction de l'éducation en direct. Voilà, donc ça a quelques impacts dans la mise en œuvre, notamment de tout ce qui pourrait être qualité de service et accompagnement des agents. On peut passer aux slides suivantes. Ça, c'est juste pour préciser 2, 3 petites choses sur l'évolution sur la partie restauration scolaire qui représente à peu près 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'achat, pardon. L'évolution depuis 2016, on va dire aussi depuis 2018, où on est depuis janvier 2022 en fait au critère Egalim à 51-52% de produits sous signe de qualité, dont 28 à 30% de produits issus de l'agriculture biologique. Donc une croissance régulière qui a été initiée fortement par mon prédécesseur, on le voit déjà sur le petit saut en 2019, et puis prolongée en 21-22 avec une volonté municipale d'atteindre rapidement ces critères-là. Et donc avec une augmentation concrète budgétaire de 8% sur 2022, de 8% sur 2021, plus 8% et plus 8% sur 2022. On voit un tassement clair entre 2022 et 2023. Le tassement est assez simple, hein. On était sur un budget en croissance de 4% en 2023, mais entre 2019 et 2023, on a eu une inflation cumulée qui était de l'ordre de 24 à 25%. Donc, en fait, on a un effet ciseau en 2023 qui s'exprime. Donc, avec, malgré une augmentation faciale du budget, en fait, en termes de pouvoir d'achat pour la restauration municipale de Villeurbanne, une baisse de pouvoir d'achat entre 2022 et 2023. On peut passer au slide suivant. Donc, le sujet de la demande de Catherine était de présenter un petit peu la construction des marchés. Je sais que je l'ai dit en préambule, certaines communes ont d'autres politiques. Moi, j'ai porté plutôt une stratégie d'achat avec maintien d'un allotissement relativement large. Donc, c'est des recours à des distributeurs nationaux ou régionaux, mais de taille, plus l'ajout d'un certain nombre de lots plus petits qui ont pour objectif soit le soutien à l'émergence de nouveaux opérateurs, soit simplement l'accession à des productions de qualité, de proximité. Voilà. Philippe en a parlé tout à l'heure. Clairement, l'allotissement fin permet, par des critères techniques, de spécialiser les achats et d'orienter les achats vers de la proximité et vers des opérateurs du territoire. Par contre, cet allotissement très fin a une petite contrepartie quand même. Je crois qu'il y a
Il me semble qu'il y a Pascal Charbonnel que j'ai vu dans la liste des participants et je crois qu'il a un allotissement beaucoup plus important du côté de Clermont-Ferrand, si c'est bien lui qui est là. Il pourra peut-être rebondir sur ce que je dis. J'ai souhaité un allotissement petit sur un petit nombre de lots et un allotissement conventionnel sur les autres pour des questions essentiellement de frais de gestion. Non, Et, non, non, c'est un webinaire. et- 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 éviter les multiplications de commandes, de factures, de réception et également éviter le nombre de véhicules à l'entrée de la cuisine centrale. Enfin, il y a beaucoup quand même d'intérêt. Ah, là, c'est le résultat, quoi. Ça va pas être. Alors, oui, on est deux à intervenir, c'est pas grave. Ah, c'est bon, j'ai désactivé le son. D'accord. Du coup, effectivement, 15 lots catégoriels, on a un peu moins de 3 millions d'euros d'achats alimentaires, 7 lots spécifiques, certains en marché MAPA classique, et un lot particulier qui est un lot où l'objet n'est pas le produit, mais le marché d'insertion. Donc, on peut appeler ça un lot réservé insertion. Qui nous a permis de soutenir l'émergence d'un opérateur sur Lyon qui s'appelle Roll Légumes. Bon, pour information, qui a été repris à la barre depuis par une société de restauration qui s'appelle Elior, mais qui à l'époque était en produits de quatrième gamme, bio, locaux et insertion. Voilà. L'ensemble de nos petits marchés de ce type-là représente moins de 10% de nos achats au cumul. On peut passer à la slide suivante. Les objectifs qui m'avaient été donnés par la ligne politique de la ville de Villeurbanne étaient bien évidemment de poursuivre la progression des chiffres Egalim. Vous l'avez vu dans un contexte tarifaire chahuté en 2023, hein, qui a fait que l'objectif de progression s'est transformé en objectif de maintien, ce qui était déjà pas simple. Renforcer la part du bio et avec un objectif d'augmentation du bio sur les crèches. Sur ce sujet, d'ailleurs, on prolonge l'effort. On a renouvelé nos engagements Mon Resto Responsable le 15 mai avec un objectif de 95% de bio sur les crèches. On est déjà autour de 75-80, mais un objectif de 95 d'ici 1 ou 2 ans. Un objectif sur le développement de l'approvisionnement local, la juste rémunération des filières et des agriculteurs et l'éducation à une alimentation saine et durable. Les enjeux, j'en ai parlé déjà un petit peu avant, éviter la multiplication coûteuse du nombre de lots, étudier tous les leviers disponibles dans le cadre des codes de la commande publique pour pouvoir mettre en œuvre les objectifs qui sont au-dessus. On a parlé des objectifs d'appro local. Je vous expliquerai un petit peu comment on essaie d'opérer malgré et avec le recours d'opérateurs nationaux. Concevoir des marchés évolutifs adaptables en anticipant les évolutions de disponibilité des denrées et les souhaits d'introduction de nouveaux produits. Je vous expliquerai aussi comment on a fait, mais on est parti sur une photographie en 2022 avec j'anticipe un tout petit peu, mais un BPU qui a été demandé avec des produits ciblés Egalim, et par contre des produits qui n'étaient pas ciblés Egalim et sur lesquels on demandait un positionnement du fournisseur. On lui demandait de nous préciser s'il avait dans son catalogue des produits éventuellement Egalim substituables. Voilà. Et ça, ce sera couplable avec une clause dont je parlerai aussi, qui est une clause de progrès et de rencontre du fournisseur tous les ans pour progressivement essayer de modifier l'offre et donc le BPU. Intégrer des éléments facilitateurs pour atteindre des objectifs liés à la précarité alimentaire. Donc ça, c'est un point qu'on a avancé à Villeurbanne. Pour l'illustrer de façon directe, parce que là, pour le coup, je ne reviendrai pas dessus, la ville a alloué, je crois, un peu moins de 100 000 euros à 2 structures. Pour les citer, il y a la Banque alimentaire et les Restaurants du Cœur qui sont opérateurs sur le territoire. Et l'idée, c'était, on a utilisé notre support de marché public pour faciliter l'approvisionnement par ces 2 structures auprès de nos fournisseurs de produits de qualité et à des prix négociés. Donc ça avait été un petit peu anticipé dans le cahier des charges de nos marchés de 2022. Dans les enjeux, dès 2022, on avait identifié un risque d'envolée et d'instabilité des prix et de disponibilité des produits.
C'était au tout début où l'administration nationale s'était pas encore positionnée sur les clauses de marché, notamment les clauses butoirs et les clauses de révision. Nous avions dès 2022, nous, intégré une augmentation de la clause butoir de 4 à 6%, la possibilité de la décloisonner, mais avec un plafond à 12%, et la possibilité également, contrairement à ce qu'on avait précédemment avec des révisions annuelles, la possibilité pour le fournisseur de demander une révision exceptionnelle à mi-parcours, donc au bout de 6 mois. L'objectif, c'était qu'on ne bloque pas nos approvisionnements dans un contexte qui s'annonçait secoué et qui a été très secoué en 2023. Les clauses particulières, du coup, en lien avec ce que je viens d'évoquer, qui ont été mises en œuvre. Dans les CCTP, trois particularités. On a mis une clause d'animation éducative. Le fournisseur nous doit, à notre demande, une animation pédagogique alimentaire une fois par an, déployable sur l'ensemble des écoles. La forme, le fond, la nature, le montant n'avaient pas été précisés, mais il doit nous accompagner sur notre demande sur cette opération-là. On a mis en place sur Villeurbanne 3 animations de ce type-là, qui s'adressent vraiment aux 30 écoles en même temps, et sur lequel on a actionné déjà cette clause 3 fois. Ça permet d'avoir, par exemple, sur une animation pédagogique qu'on a fait sur les herbes aromatiques, le fournisseur nous a trouvé à des tarifs très intéressants des herbes en pot, et il a participé avec nous, avec une présence de ses commerciaux, sur 6 écoles, à l'animation de cette opération. Une deuxième clause que j'ai déjà évoquée, c'est qu'on a imposé sur un certain nombre de familles de produits des critères Egalim dans le bordereau de produits, dans la mercuriale demandée. Et puis, on a également imposé et apprécié également dans les critères d'attribution du marché, donc dans l'évaluation du mémoire technique, le nombre de références disponibles au catalogue pour le jour où on voudrait passer d'une référence conventionnelle à une référence sous critère de qualité. Dans les CCAP, on a travaillé sur une clause de plan de progrès, c'est-à-dire la rencontre du fournisseur une fois par an, le réexamen du PPU, enfin de la liste des produits disponibles, et l'introduction éventuelle de nouveaux produits sous signe de qualité. Une clause de non-exclusivité de gamme également, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où le fournisseur n'est pas en capacité à nous fournir le produit sous critère de qualité et en quantité attendue évidemment, on n'est plus engagé avec le fournisseur et on peut très bien avoir recours à un fournisseur extérieur. Et une clause de rencontre, c'est une clause particulière qu'on a actionnée pour l'instant 3 fois, qui est une clause où si on identifie sur le territoire un opérateur qui est intéressant, soit parce qu'il est émergent et il porte un intérêt pour nous en termes de structuration de filière, soit parce que le produit est vraiment intéressant et on en a besoin, notre fournisseur a obligation de rencontre. Il n'a pas obligation de contractualiser, bien évidemment, mais il a obligation de rencontre de manière à ce que cet opérateur du territoire identifié puisse présenter son offre, ses produits, son offre de prix. Et le cas échéant, on sert de lièvre un petit peu commercial, c'est-à-dire qu'on peut venir alimenter un début d'affaires qui va venir justifier chez le fournisseur un référencement, un nouveau référencement. Voilà. Et puis les dernières clauses qui ont été revues, j'en ai parlé précédemment. Donc la clause butoir, c'est-à-dire, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est une clause butoir, mais je le précise quand même, c'est-à-dire que les prix sur une augmentation annuelle ne peuvent pas dépasser 6%. L'augmentation des prix ne peut pas dépasser 6%. La date de révision, avec une révision intermédiaire qui a été proposée et fortement actionnée par tout le monde en 2023, et la possibilité, sous réserve d'établir un avenant au contrat, d'un décloisonnement, par contre avec une deuxième clause butoir, cette fois qui passe à 12% sur un an glissant. On peut passer au slide suivant, qui est les critères du mémoire technique. Je ne sais pas si vous pouvez le faire avancer aussi. Ah, C'est vous ne fait. voyez pas?
comme je visualise pas exactement ce que vous voyez. Donc, critères du mémoire technique, éléments nouveaux évalués. Donc, je vais être peut-être un peu redondant, mais il y a certains éléments qui s'ajoutent. Donc, le pourcentage de produits éligibles également au catalogue, on en a parlé. On a, sur l'aspect développement durable, évalué les modalités de gestion des déchets, la manière dont le fournisseur gérait ses propres déchets, éventuellement également ses dons alimentaires, comment il travaille ou pas sur la réduction des emballages, alors en amont et en aval, avec ses fournisseurs, et dans quelle mesure il était ou pas capable de nous fournir des emballages récupérables. On avait quelques espoirs sur cet élément-là, notamment par exemple sur le marché viande, de pouvoir se faire livrer en vrac, en caisse plastique récupérable. Il s'est avéré qu'on avait sourcé, visé un opérateur régional qui est en capacité de répondre à cette demande-là. Sauf que cet opérateur régional a répondu avec un critère de taille, ça va parler aux professionnels qui sont autour du webinaire, mais on avait demandé un taillage à 30-40 grammes sur du sauté de bœuf et il a répondu sur du 70-80. Enfin, il a eu quelques anomalies de réponse techniques qui, nous, ne nous permettaient pas d'avancer avec lui. Mais voilà, on avait espoir. En tout cas, pour nous, c'était aussi un signal de mettre ça dans nos cahiers des charges pour dire, en tant que collectivité territoriale, à partir d'aujourd'hui, dans les notations, on intègre des critères qui sont des critères de réutilisation des emballages de livraison. Voilà, ça bouge petit à petit. Capacité, point suivant, qui était les mesures anti-gaspillage et non alimentaires, j'en ai parlé. La capacité à déployer des animations pédagogiques par an sur l'ensemble de nos restaurants et de nous accompagner là-dessus, c'était un point sur lequel j'insistais beaucoup. Et un point suivant qui me tenait à cœur, qui a été d'abord refusé par ma cellule juridique des marchés. Je voulais connaître les démarches de contractualisation avec leurs propres fournisseurs et les clauses éventuelles de juste rémunération mises en œuvre. Un peu concrètement, qu'on puisse coter et évaluer la mise en œuvre des critères EGalim par nos fournisseurs, avec leurs propres fournisseurs. Ça a été retoqué dans la mesure où on m'a opposé le fait que cette clause-là n'était pas en lien avec l'objet du marché. Du coup, je l'ai transformé et je l'ai mis en sécurisation des approvisionnements. Et j'ai demandé aux fournisseurs dans quelle mesure ils pouvaient me présenter des éléments qui sécurisaient ses propres approvisionnements. Et entre parenthèses, en exemple, j'ai mis contractualisation, accord, juste rémunération des producteurs, etc. Voilà. Donc on l'a quand même évalué, mais pas avec la dénomination complètement claire. En tout cas, on l'a fait de façon indirecte. Les deux points suivants, ils sont retirés dans la version finale. C'était des notes mémo pour moi, France urbaine et outils région. On peut passer au slide suivant. Je suis pas trop long ou vous me coupez Euh, Il me reste combien de temps? disons qu'il y a des questions dans le chat et donc il faudrait qu'on laisse un petit peu de temps Ok. pour interagir justement et répondre aux questions. Alors, je vais continuer du coup, peut-être en accélérant un petit peu. Un point qui est important, et je l'ai précisé bien en précisant que c'est une collectivité qui avait déjà optimisé d'achat alimentaire. Quand je suis arrivé dans la collectivité, on avait des coûts qui étaient très bas. On était autour d'1,35 € du couvert en coût alimentaire. Le passage des Galim, du coup, j'ai vraiment pu l'évaluer entre 2021 et 2022, avant la flambée des prix, avec le budget dont j'avais besoin pour faire grimper mes taux. Et grosso modo, un point des Galim me coûtait 0,8% de coût matière. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant de le dire. Je porte aussi ce message-là petit à petit, à l'inverse d'un certain nombre de confrères qui continuent à dire que, par exemple, que faire du bio, ça ne coûte pas plus cher. Faire du bio, ça coûte plus cher. Évidemment qu'on peut essayer de le financer en gaspillant moins et en gérant mieux ses achats, mais faire du bio, ça coûte plus cher. Et il faut porter ce message-là. Je me permets de faire un peu de prosélytisme là, mais parce que en tant que collectivité territoriale,
on porte aux élus, on porte à nos budgets des demandes budgétaires supplémentaires pour pouvoir augmenter la part du bio. Voilà. En tout cas, à Villeurbanne, avec des optimisations qui avaient déjà été faites, j'ai ces chiffres-là. La part du bio a été portée à 30% essentiellement sur les fruits, légumes, produits laitiers et vos produits. Il y a un certain nombre d'autres produits qui ne sont pas disponibles aujourd'hui ou trop chers en écart de prix par rapport au conventionnel ou aux produits HVE principalement. Peu de disponibilité de produits SICO pour la restauration scolaire en dehors des fromages. Hein, il y a beaucoup de... et puis, peut-être effectivement les labels rouges pardon, sur la viande. Mais les labels rouges ont des écarts de prix assez importants, donc pas si simple à mettre en œuvre. Et puis la part des produits locaux à mobiliser, assez difficile dans le cadre de nos marchés actuels, donc en dehors des mesures qu'on a prises de clauses de rencontre. Et puis une mesure dont on parlera après, c'est qu'on a certains fournisseurs qui ont joué le jeu dans l'autre sens, qui, eux, nous ont proposé, dans le cadre des marchés, des accords tripartites, notamment sur les fruits et légumes, où eux ont identifié un opérateur du territoire avec du volume, avec des produits de qualité, nous ont demandé un engagement volume-prix et ont pris, eux, des engagements avec leur fournisseur, donc agriculteurs, sur des volumes et des prix pour une saison. Donc ça, on a mis en œuvre sur les fraises, le concombre, le kiwi, et il me manque, et la courgette. Voilà. Excusez-moi, Euh, juste avant de passer à la ouais. suite, le MP signifie matière première, c'est ça? Oui, coût Ok, MP, c'est le coût matière première, c'est que la part alimentaire. Hein. ok, merci. C'est pas le budget global. Dans les budgets restauration, faire très attention parce que un budget global, il faut bien préciser ce que ça comprend. Hein. On pourra échanger là-dessus s'il y a besoin, mais on a souvent des comparaisons entre collectivités qui sont fausses parce qu'on ne met pas les mêmes chiffres dedans. Là, c'est vraiment l'ensemble des coûts alimentaires, donc les coûts d'achat alimentaires ramenés au couvert. Ok. Ça, j'ai pas mal abordé les choses, donc je vais plutôt passer. On a parlé des clauses de rencontre, des accords tripartites, des allotissements. À un point qui est important, deux choses auxquelles les acheteurs ne pensent pas. Et c'est pas pour des gros volumes, mais c'est intéressant. La première, c'est ce qu'on appelle chez nous les unités fonctionnelles. Euh, un nouveau produit, un nouveau marché, un opérateur local. Il y a possibilité dans le cadre du Code des marchés publics, sauf erreur de ma part, mais on m'a pas contredit là-dessus, de mettre en place ce qu'on appelle des unités fonctionnelles pour une animation ponctuelle, pour un besoin d'un test d'un nouveau produit en vue de la préparation d'un marché, d'acheter hors marché, sur devis, un produit one shot ou sur deux, trois achats dans ce cadre-là. Donc, concrètement, nous, par exemple, les bugnes lyonnaises, on ne les fait pas. Ils ne sont pas dans un marché et on fait sur devis une fabrication pour un service. Donc, ce qui fait quand même, pour un petit opérateur du territoire, un volume pas négligeable avec 8500 enfants et deux trois bunes par personne. On met en œuvre ce qu'on appelle les unités fonctionnelles. Et la deuxième des choses, c'est qu'en arrivant dans la collectivité, en 2021, j'avais ce besoin et cette commande politique d'augmenter la part du bio. Et je n'avais pas dans mes BPU de bio, ou très peu. Je dis, mais c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas bouger les choses. Et en fait, on a quand même quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne avec le Trésor public, qu'est-ce qu'on appelle une offre commerciale. Donc en 2021, j'ai demandé aux fournisseurs une offre commerciale sur des produits bio. Donc c'est les offres qui sont de date à date, avec une liste de produits finie, avec des prix aussi définis de date à date. Et on a travaillé, et c'est ce qui a permis dès 2021 et 2022, avant le renouvellement des marchés en septembre 2022, d'augmenter nos parts de produits bio et d'égalim sur cette base de cette offre commerciale. Donc ça demande un petit peu de travail, ça demande de rencontrer le fournisseur, ça demande une négociation prix, parce que l'enjeu n'est pas du tout d'avoir recours au catalogue, hein, sinon les budgets explosent, mais ça fonctionne. Et puis, bon, j'avais mis un petit mot, mais ça fera le liaison. Je termine juste pour dire qu'on est engagé dans le SPASER, ce n'est pas le sujet du jour. Le SPASER étant le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables et qui est obligatoire pour toutes les collectivités qui ont des dépenses de fonctionnement supérieures à 50 millions d'euros. Et que Villeurbanne soutient le plaidoyer européen porté en France par France Urbaine sur la libéralisation
partie de la commande publique sur les achats alimentaires au titre, on a participé un petit peu à la relecture du document, au titre de la mise en cohérence, je le lis, comme ça m'évitera de passer trop de temps à expliquer, la mise en cohérence de nos politiques territoriales, qu'elles soient écologiques, sol, eau, air, maintien, et préservation des ressources dans ce domaine, sociales, notamment la question du renouvellement des générations des agriculteurs, ou visant aussi à garantir la sécurité alimentaire. Voilà. On a certains de nos services qui travaillent sur ces sujets-là, et nous, il faut qu'on puisse travailler dans le même sens. J'illustre juste pour un exemple très très clair. Préservation des eaux de consommation avec préservation des bassins versants. Il faut que demain, on puisse, en tant que collectivité territoriale, favoriser l'implantation ou le maintien d'une agriculture biologique en surface. Sinon, on met de l'argent d'un côté qui ne va pas dans le même sens que l'argent qu'on met de l'autre côté. Voilà. Je vous ai laissé 3 références à la fin du document. Une première qui est le document édité dans le cadre de ma cantine sur un guide de l'approvisionnement alimentaire. Un deuxième qui était une petite aide de France Agrimaire, mais qui n'est pas négligeable du tout pour l'approvisionnement de qualité bio sur les produits fruits et légumes et produits laitiers à l'école. Et le troisième, un petit peu de prosélytisme sur le plaidoyer de France Urbaine pour la rénovation, j'ai dit la libéralisation, ce n'est pas le cas, la rénovation du cadre de la commande publique au niveau européen. Merci. Merci à vous. On avait des réactions et des questions. Alors, Oui. je vais juste essayer de vous retrouver en visio, ça sera plus agréable. Ça. Vous êtes toujours là? Oui, on est toujours là. On a Madame Meyer qui demandait si vous avez choisi de spécialiser vos cuisines depuis longtemps. En cuisine centrale? En cuisine centrale, on Je est sais pas de précision. spécialisé depuis 2009. Ok. Depuis 2009, auparavant, il y avait plusieurs cuisines, dont quelques-unes étaient en centrale et liaison chaude. Et la cuisine centrale a été construite en 2009 en liaison froide. Voilà. C'est une des discussions et une des réflexions actuelles sur certains volumes. Clairement, les modèles de cuisine centrale 50 000 couverts, aujourd'hui, je vais parler au nom d'un certain nombre de consultants et pas en mon nom propre, mais ce n'est pas un modèle qui est promu. Voilà. Après, il y a des dimensions, il y a des tailles où ça a des intérêts, des inconvénients. C'est vraiment à chaque collectivité de se faire son avis là-dessus. Bien, merci. Il y a Monsieur Charbonnel qui précise du coup qu'il y a 41 lots pour la ville de Clermont-Ferrand et 14 en agri-local. Donc, suite à ce que vous aviez dit Donc, il confirme bien un tout à l'heure. lotissement qui est deux fois celui de Villeurbanne. Et je crois qu'on est à peu près dans les mêmes volumes d'activité. Ok. N'hésitez Euh, pas à témoigner, hein, Monsieur Charbonnel, si vous voulez oui, compléter. si besoin. Euh, Oui, bonjour. Donc Pascal Charbonnel. Euh, donc ouais, la ville de Clermont produit à peu près presque 7000 couverts en liaison chaude. Donc c'est la grosse particularité de la ville sur 41 sites de livraison et à partir de 3 cuisines centrales. Donc depuis 2017, donc nous sommes passés avec Egalim sur un certain pourcentage de bio. Là, nous sommes à plus de 50% de bio sur les dernières fractures traitées, mais 50% de bio, dont plus de 20% que je considère en local, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. On s'est arrêté un périmètre Auvergne-Rhône-Alpes, on s'est arrêté du local. Alors après, je me brime pour la Creuse qui est à côté avec la pomme du Limousin. J'achète la pomme dans le Lyonnais. Voilà, Mm. mais c'est la spécificité que l'on a. Donc, par contre, c'est pareil que la cuisine centrale de Villeurbanne. On cherche le meilleur revenu pour l'agriculteur, l'optimisation de l'abattage des bêtes. Là, j'ai fait créer un poulet coupé en 8. Comme ça, j'abats X poulet et tout le poulet va directement aux cuisines centrales de la ville. Il ne reste pas des morceaux de poulet qui sont vendus autre part. Enfin, voilà. Y compris pour l'abattage du bœuf, j'achète que des avants et si je peux avoir le meilleur revenu pour l'agriculteur, s'il faut mettre 1 ou 2 euros de plus, je peux solliciter l'arrière aussi du bœuf. Voilà, tout ça dans une démarche de meilleur revenu pour l'agriculture et dans une démarche de reterritorialisation de notre approvisionnement alimentaire. Merci pour ce témoignage très Euh, intéressant. on avait Marie Frétini qui demandait si votre nomenclature achat vous permet à la fois
une consultation en appel d'offres et en MAPA. Mais a priori, je vais répondre pour le service juridique, mais oui, puisqu'on a sorti les deux. Hein. Donc, j'aurais pas eu l'autorisation de service juridique si on n'avait pas fait, les deux opérations. Donc, on a effectivement, on émarge aux deux types de marchés. Oui. D'accord. Quelqu'un qui posait la question du coût MP, je reviens dessus quand même, du coût matière première. Ayez en tête aujourd'hui que le coût matière, alors pour de la restauration primaire, je ne parle pas collège, lycée, adulte, primaire, on est dans une fourchette entre collectivités pour échanger assez fréquemment, entre 1,70 € et 2,40 € du coût unitaire alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont très mauvais. Il y a des tailles différentes, il y a des politiques d'achat différentes, il y a des, voilà. C'est juste pour avoir à peu près un ordre de grandeur et je trouve que c'est bien de savoir de quoi on parle quand on parle d'achat alimentaire. D'accord. Il y avait encore Merci. une question, mais je pense qu'il faut qu'on passe Oui. aux intervenants suivants pour leur laisser aussi un peu de temps. Est-ce que vous pouvez répondre peut-être à la question sur le décloisonnement de la clause butoir? Il y avait une question un peu technique. Alors, le Et, décloisonnement, est-ce que vous pouvez répondre dans le chat, s'il vous plaît? ouais, Que, pas de souci. sinon, on n'aura pas le temps de laisser la parole aux autres intervenants. Et notamment, je voulais laisser la parole à Véronique Montpetit de Grenoble-Alpes Métropole, qui présente le prestation le marché de traiteur. Pardon. Est-ce que vous avez... Voilà, je vous laisse intervenir, Madame Montpetit, si vous nous entendez. Oui, Ouais. bonjour. Bonjour. Je vais essayer de voir si j'arrive à partager l'écran. Alors, vous avez juste le petit carré vert en bas de votre... Alors, est-ce que si je fais ça... Normalement, vous avez accès. Et c'est pas celui-là que je voudrais partager. Je vais essayer de faire autrement. Alors, si je mets ça là... C'est la complexité du double écran. C'est un peu ça, oui. Et que je mets partager votre écran. Je sais pas si je vais y arriver. Si je mets nouveau partage. Parfait. C'est bon. C'est bon là pour vous? Oui. Bon, je vais rester comme ça alors, je vais pas toucher. Donc moi, je vais vous parler en fait de l'expérience qu'on a eue, qui est d'ailleurs en cours, hein, sur... alors, je ne sais pas si vous l'avez en fait en plein écran là. Non, on l'a pas en plein écran. Vous l'avez pas en plein écran. Bon, bah, tant pis parce que j'arrive pas à vous le mettre en plein écran. Pas de souci. Pas de souci. Pour autant, donc sur les prestations de traiteurs, donc on avait en fait un premier marché, donc le marché qui était précédent, dans lequel il y avait déjà un lot en fait qui était dédié à la mise en valeur de produits frais issus de circuits courts, parce qu'en fait on avait un prestataire qui avait été repéré et on avait déjà mis en fait un lot, voilà, qu'on avait appelé responsable. En cours de marché, donc sur le précédent marché, il était devenu obligatoire de prendre l'option vaisselle en dur, parce qu'en principe, ce n'était pas de la vaisselle en dur qui était prévue, sauf si on payait un peu plus cher. Et on a demandé à ce que, obligatoirement, sur toutes les demandes de devis, soit prise en compte cette vaisselle en dur. Et on a aussi demandé des carafes pour remplir les carafes avec l'eau du robinet, puisqu'à Grenoble, nous avons la chance d'avoir une eau de source qui coule au niveau des robinets. Donc, quand on a travaillé ce nouvel appel d'offres, qui faisait d'ailleurs déjà l'objet d'un suivi particulier dans le cadre du PAE, donc du plan administration exemplaire qui existe chez nous, et qui a aussi eu
des objectifs qui ont été fixés dans le SPASER. Donc en fait, ce nouvel appel d'offres tient compte de ces objectifs fixés dans le SPASER. Donc lors de la préparation, il y a un travail commun qui a été mené avec le service agriculture. Donc j'ai ma collègue qui est aussi donc sur ce webinaire et qui pourra aussi répondre à vos questions si nécessaire, et aussi avec le service économie, notamment commerce et ESS, pour pouvoir adapter l'offre du territoire, adapter en fait le marché à l'offre du territoire et s'assurer de la faisabilité pour les traiteurs en termes d'approvisionnement, puisque c'était la grande question. Donc on a alloti ce marché avec, alors au départ on avait 8 lots, ça s'est réduit à 7. On avait donc 2 lots pour le protocole. On avait au départ 3 lots qui étaient hors protocole mais classiques et 2 lots qui étaient réservés. Sur ces 2 lots réservés, il y en a un qui était réservé à une structure du handicap et une à une structure de l'insertion par activité économique. Et en fait, le lot réservé au handicap a été relancé en lot classique, puisque il y avait, alors la structure a répondu, on visait une structure en particulier qu'on a sur le territoire. Elle a répondu, mais en fait, il y avait des erreurs au niveau du BPU. Donc, il a fallu qu'on déclare sans suite et qu'on relance. Mais en fait, on a eu un doute parce que, notamment sur le BPU, les tarifs étaient, on va dire, exorbitants. Donc, on a essayé de travailler avec la personne qui a le suivi de ces structures pour revoir avec l'entreprise pour qu'elle nous fasse une offre plus raisonnable. Et dans le doute, on a relancé en fait le lot en classique en disant que cette structure pouvait quand même y répondre. Et en fait, voilà, ça a été un peu la même réponse. Donc le lot a été attribué à une entreprise classique. Sur le lot réservé, on n'a pas eu de problème. Et sur un lot bien particulier qui était là vraiment des prestations durables, il a été déclaré sans suite. On avait demandé que dès le départ, en fait, on ait 70% de produits locaux, frais de saison et issus de l'agriculture biologique, avec une progression pour atteindre 90% en 2025. Et en fait, on n'a pas eu de réponse. Voilà, donc le lot a été déclaré sans suite. On ne l'a pas relancé parce que justement, avec le service agriculture, on s'est rendu compte que il n'était pas possible en fait qu'ils puissent trouver de l'approvisionnement à ces niveaux-là d'exigence. Donc le CCTP impose donc une part de produits locaux frais de saison, dont un certain pourcentage de l'agriculture biologique. Cette part est évolutive, vous le verrez dans la slide suivante. Et le ratio, lui, est calculé en valeur d'achat en euros. Ce n'est pas des kilos, c'est pas, voilà, c'est en valeur d'achat en euros. Donc, par exemple, pour 100 € de produits alimentaires achetés, donc pour la prestation, au moins 50 € doivent correspondre à des produits locaux frais et de saison, donc 15 € de produits issus de l'agriculture biologique. Et pour les produits qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique, le candidat, on l'incite quand même fortement à avoir quand même des produits, soit qui sont des produits SICO, soit issus de circuits courts, qui permettent une juste rémunération du producteur. Voilà, on lui demande d'être quand même vertueux, même si le produit n'est pas un produit issu de l'agriculture biologique. Et donc, pour permettre l'adaptation aux titulaires ainsi qu'aux fournisseurs, un plan de progrès a été fixé. Donc, dès la notification qui a été, donc ça a été, il y a sur les lots, la plupart ont été notifiés en juillet 2023 et 2 ont été notifiés en janvier 2024. Donc, dès la notification, c'était 50% de produits locaux frais et de saison, dont 30% issus de l'agriculture biologique. En 2024, on passe à 60% de locaux frais de saison, dont 35% issus de l'agriculture biologique. Et pour 2025, ça, ce sont donc les objectifs fixés par le SPASER, 70% de produits locaux frais de saison, dont 40% issus de l'agriculture biologique. Il est
bien évidemment indiqué dans le BPU que les prix devaient tenir compte de cette évolution en cours de marché et il est prévu simplement une révision des prix semestrielle avec une formule et un indicateur. Et donc, le suivi de ce plan de progrès se fait tous les 6 mois minimum, puisqu'il peut se faire éventuellement de manière aléatoire, via un tableau que l'on a joint en CCTP. Donc, le tableau est un peu imbuvable, je l'avoue, le voici, pour les prestataires. Cependant, nous les avons tous reçus individuellement, nous leur avons expliqué le fonctionnement, nous leur avons demandé à ce qu'ils puissent le remplir au fur et à mesure des prestations. Ça n'a pas été vraiment le cas sur le premier semestre, d'autant plus que moi j'ai dû m'absenter pendant 3 mois à la fin et début d'année. Donc en fait, ils nous ont rendu le tout seulement au mois de mars-avril. Donc on n'atteint pas encore tout. Voilà, pour certains, on n'atteint pas encore les objectifs. Pour autant, il y a un vrai travail qui a été fait par chacun d'eux pour changer en fait de fournisseur, élargir leurs fournisseurs et essayer de trouver des fournisseurs qui puissent mieux répondre à leurs objectifs. Donc là, on leur a demandé un travail plus détaillé et on attend le retour au mois de juillet. Et là, on verra effectivement où ils en sont. Et si besoin, on a prévu, si vraiment il n'y a aucun effort qui est fourni, de faire de mettre en place des pénalités. Elles sont prévues dans le CCAP. L'idée, elle n'est pas là. Hein. L'idée, elle est vraiment de les accompagner, donc, y compris avec le service agriculture et le service économique si besoin est, pour les aider aussi à trouver des structures qui puissent les fournir en produits locaux, bio. Voilà. Et donc, on leur demande, pour s'assurer quand même que c'est rempli correctement, on leur demande de nous fournir en fait les factures du dernier mois avant de nous donner le compte-rendu semestriel. Et nous, on vérifie qu'effectivement, il y a bien des lignes qui correspondent à des produits biologiques ou que leur fournisseur fournit uniquement des produits locaux ou sont issus de fermes, de GAEC, enfin voilà. Ce qui nous permet effectivement de vérifier aussi l'authenticité de l'approvisionnement. Alors, je suis allée un peu vite. À vous dire aussi que dans le BPU, il est prévu 2 types de menus à chaque fois. Des menus qui sont des menus carnés et des menus qui sont des menus végétariens. Voilà, pour essayer aussi d'amener nos agents à commander de plus en plus de menus végétariens. Voilà, donc je l'ai fait un peu rapide, mais c'est aussi pour vous laisser le temps de répondre aux questions et éventuellement de laisser à ma collègue le temps éventuellement de répondre en termes d'approvisionnement concernant le travail qu'on a pu faire tout au début, qui a été mené avec le service notamment agriculture. Parfait, merci. Il y a une question de contrôle Oui. sur comment vous contrôlez le respect de la clause sur les produits locaux frais et de saison. J'imagine que c'est en rapport avec le tableau. Pas de suivi. Oui. En fait, déjà, le fait que ce soit des produits de saison, on le vérifie au moment de la commande, puisqu'on leur demande de nous faire 2 propositions, ils sont obligés de nous faire 2 devis. Et effectivement, dans les propositions, on vérifie que les produits proposés sont bien des produits de saison, qui ne nous proposent pas des fraises au mois de décembre ou des tomates. Voilà. Donc, et puis sur les produits locaux, on leur demande aussi, puisqu'ils doivent être frais, on sait à peu près ce qui est cultivé voilà, sur le secteur. Sachant que je n'ai pas parlé de ce qu'on donnait en fait au niveau du local. Ça peut être intéressant aussi pour vous. On a défini ce qu'était le local dans le cahier des charges. Et donc, on a élargi en leur mettant qu'on souhaitait que ce soit effectivement à chaque fois au plus proche du territoire métropolitain. On a déjà 49 communes. Et après, on a élargi au fur et à mesure.
département de l'Isère, département limitrophe à l'Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes et en dernier, les départements limitrophes Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Tout ce qui va au-delà n'est pas pour nous, ne fait pas partie de la zone locale. Et ça répond aux deux questions. Hmm. Euh, question sur le tableau, est-ce que c'est possible de le partager? Oui, bien sûr. Très bien. Bon, on vous Je vous le l'enverra du coup par partagerai. mail. Oui. Je vous donnerai l'original à la limite, parce que là, c'est un copier. Enfin, voilà, j'ai fait un PowerPoint très rapidement ce matin, hein, parce que voilà, j'étais un peu prise de court, je suis rentrée que lundi. Mais je vous donnerai effectivement le tableau. Après, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer des mails pour demander éventuellement les informations. Voilà. Je partage bien volontiers le travail qui a été fait chez nous, si ça peut aider d'autres collectivités. Merci Et beaucoup. éventuellement, voilà, vous tenir aussi informé voilà, de l'évolution et des possibilités, effectivement, de savoir comment se débrouillent nos prestataires, Mm. sachant qu'on a vraiment une vraie volonté de leur part. En plus, voilà, les prestataires qu'on a actuellement, que moi j'ai déjà revu hein, depuis le début, depuis la notification, nous disent que c'est voilà, fastueux pour eux, ce que je peux comprendre, mais pour autant, nous disent que ça leur amène un plus parce qu'ils ont aussi de plus en plus de demandes de ce type en fait dans leurs commandes privées. Que ce soit aussi bien pour des entreprises que pour des particuliers. Ils ont de plus en plus de demandes en fait qui concernent effectivement des produits locaux, des produits issus de l'agriculture biologique. Et le fait que nous, on les manage de cette manière, leur permet aussi de mieux s'organiser et d'avoir une meilleure offre à proposer. On a peut-être juste une dernière question sur la taille de ce marché. Est-ce que vous pouvez le préciser? Alors nous, on a en dépenses globales par an, on a environ, sur tous les lots, on a environ entre 200 et 250 000 euros par an de dépenses, sachant qu'on a eu là à peu près des BPU. Alors déjà, le marché précédent, en fait, on aurait pu le renouveler une année supplémentaire, on ne l'a pas fait puisqu'il y avait eu une forte augmentation. Et effectivement, voilà, les traiteurs nous ont fait part de leurs difficultés avec les anciens tarifs qu'ils nous avaient mis dans le BPU. On avait aussi une clause butoir. C'était compliqué. Donc, de fait, on ne l'a pas renouvelé. On a préféré relancer. Et donc, on a eu une augmentation quand même de 1,5 à 2. Alors, c'est sûr que les services grincent un peu. Parce qu'effectivement, ça fait un budget plus élevé. Après, ça permet aussi, comme on le souhaite, de consommer moins, mais de consommer mieux. Mm. Très bien, on va rester sur ces chouettes, ce chouette message. Je vais maintenant passer la parole à la présentation du service proposé par Régal, par la centrale régionale, la centrale d'achat Auvergne-Rhône-Alpes, et Béatrice Mandonnet, si euh, je vous laisse la parole. Est-ce que peut-être Véronique Monpetit, vous pouvez arrêter le partage de votre écran et je vais reprendre la main. Je partage pour vous ou vous souhaitez... ouais, je vais partager. Bon. Euh, Est-ce que... Alors, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Non. Ouais, pourtant, votre micro est allumé, mais un petit problème de haut-parleur.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, Là, avec oui. le micro, ça marche. Ouais, tu vas être obligée d'aller, Carole. Bon, désolé, on a un souci de haut-parleur. Donc, Béatrice Mandonnet, responsable de la centrale d'achat, et que vous avez vu à l'écran Carole Martinez qui va retourner à son bureau pour mettre son casque, qui est chargée de communication. Autour de la table, entre guillemets, on a aussi quelques personnes de la centrale. On a Carole Tavernier qui est acheteuse, Émilie Quénon, juriste, et Cyrine Carcab qui est la gestionnaire de la base de données. Voilà, ça me fait gagner du temps, le temps de Madame Martinez à son poste. Je vous en prie, vous pouvez dérouler le premier slide. Donc, assez rapidement et d'une manière assez synthétique, la centrale d'achat, qu'est-ce que c'est? Elle a été déjà créée en 2017. C'est un service qui appartient à la direction des achats de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son ambition, c'est toujours de faciliter et de sécuriser les achats publics, quel que soit le type d'achat, auprès des fournisseurs et auprès, bien sûr, de ses adhérents. Les outils qui sont à disposition pour nos adhérents et utilisateurs, on a une plateforme en ligne qui s'appelle Régal, qui est là pour le passage de commandes, mais pas que, puisque les commandes également se font par les lycées sur un GPAO qu'on appelle EasyList. Mais les établissements qui n'ont pas EasyList peuvent passer commande via cette plateforme. Sur cette plateforme, on peut accéder également aux différents documents de marché, au contact des attributaires, les éléments clés, aux fiches techniques des produits et puis aux historiques de commandes de l'établissement. Voilà. La mission de la centrale d'achat est de mettre à disposition une offre innovante, de qualité, à prix compétitif, bien sûr dans le respect du code de la commande publique. Elle est également comme objectif de développer les circuits courts et de proximité et d'être un levier de développement local important pour notre tissu territorial, tout en respectant le code de la commande publique. Effectivement, on a à cœur de monter des marchés qui permettent en tout cas aux acteurs locaux, régionaux, de pouvoir y répondre. Voilà. Donc, selon les catégories de produits, on a un tissu local et de producteurs plus ou moins étoffé et les acheteuses, on a 2 acheteuses à la centrale et un apprenti acheteur, allotissent, ont une stratégie d'allotissement qui permettent à ces producteurs slash fabricants slash distributeurs locaux, régionaux, de pouvoir postuler et prétendre au marché de la région. Voilà. Ensuite, c'est le code de la commande publique qui prend on va dire, qui prend le relais. L'adhésion. Oui, vas-y. Alors, je reprends la main. Donc, l'adhésion, pour vous expliquer comment ça fonctionne, et ça répond à la question d'une personne qui vient d'intervenir dans le chat. Donc, l'adhésion est ouverte à tout acheteur du territoire qui est soumis au code de la commande publique. Dans son fonctionnalité, elle est valable sans limite de durée. Il n'y a pas d'engagement et elle n'est non exclusive. Elle est soumise à une cotisation, c'est-à-dire un forfait d'entrée payable une fois. Et ensuite, il y a une participation annuelle selon le volume des achats. Le, le protocole, c'est de simplement nous retourner la convention d'adhésion ainsi que son annexe. Et également, quand il y a un organe délibérateur, d'avoir la signature qui a été validée en amont. Vous pouvez passer à la slide suivante, voilà. Donc, la typologie des utilisateurs en 2023. À ce jour, il y a 642 adhérents, ce qui veut dire environ 895 utilisateurs avec des profils très variés. Ça va en effet pour la plus grande part qui est attribuée au lycée avec 41%. Mais ensuite, il y a également des collèges qui sont adhérents, des établissements de santé, des communes et intercommunautés, des départements et d'autres établissements publics. Je pense par exemple à des hôpitaux ou à des SDIS ou au CROUS même, des universités qui peuvent adhérer. Je crois qu'il y en a qui participent d'ailleurs à ce webinaire. Si ça vous intéresse, nous sommes là. Le fonctionnement aujourd'hui de la centrale d'achat, c'est une équipe courte. En fait, il y a 8 personnes
dans l'équipe. Il faut rappeler que la centrale fait partie du service de la direction des achats du conseil régional. Il y a 2 acheteurs et un apprenti acheteur, un juriste pour être sûr de bien cadrer les marchés, un chargé de communication, moi-même, un assistant de gestion, un gestionnaire de données et une responsable de service, donc Béatrice Mandonnet. Et nous, notre objectif, c'est de faire des synergies avec l'ensemble des thématiques de la direction des achats pour pouvoir être très pertinent dans les réponses que nous apportons et pouvoir, euh, en plus de denrées alimentaires, proposer parfois des services, on va dire, additifs comme des fournitures de bureau, de l'informatique, etc. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de l'offre de la centrale d'achat, comme l'a dit Carole Martinez, la centrale d'achat s'appuie sur les services thématiques de la région. Donc, ce sont des marchés qui sont montés par mes collègues du service des achats, du service informatique, service mobilité, service travaux ou service fourniture et services. Donc, on a une offre aujourd'hui de 21 marchés qui concernent la restauration collective, l'environnement scolaire, avec du mobilier, des fournitures de bureaux, du petit électroménager, matériel de nettoyage, des services informatiques et équipements et numériques avec le NT, le transit Internet à haut débit et Amplivia et le matériel informatique et la maintenance, et quelques marchés de services, les petits travaux et l'analyse bactériologique de potabilité de l'eau. Donc aujourd'hui, sur des marchés, on va dire non alimentaires qui sont menés par le service thermétique de la direction des achats, ces marchés sont mis à disposition sur Régal et l'adhérent qui a accès à Régal, au marché de la centrale, a accès à l'intégralité des marchés, que ce soit denrées alimentaires, fournitures et services. Voilà. Au niveau de l'offre également, on a un marché produits d'entretien. Là, c'est une personne de mon équipe, Carole Tavernier, qui est responsable du marché produits d'entretien. Ce marché va être renouvelé au 1er novembre 2025. À date, il comporte 12 lots, 5 prestataires et on a à peu près on a 200 références sur ce marché. Et, euh, et aujourd'hui, pour les lycées, il n'est pas intégré sur Esilis et c'est vrai que c'est un des objectifs sur 2024 qu'ils puissent intégrer directement la GPAO Esilis des lycées pour que les mises à jour des fiches des produits et de la disponibilité des produits se fassent en automatique comme c'est fait sur les denrées alimentaires. Au niveau de l'offre alimentaire, aujourd'hui, nous avons 11 marchés, 119 lots. Donc, comme je vous le disais précédemment, ces lots sont la stratégie d'allotissement est plus ou moins fine selon l'attractivité, on va dire, en tout cas l'appétence de notre territoire sur ces marchés. C'est vrai que sur le surgelé, on a quand même très peu d'acteurs régionaux ou d'industrie régionale sur le marché surgelé. Donc, on a moins d'allotissement. Par contre, sur les fruits et légumes, la crèmerie, la viande, volaille, là, on a quand même beaucoup d'acteurs territoriaux. Donc, les les acheteuses ont à cœur d'allotir d'une manière assez fine pour pouvoir effectivement recevoir un maximum d'offres émanant d'acteurs du territoire. On a à peu près sur l'outil Régal 3300 références qui sont disponibles. Et sur ces 3300 références, on a 41% des références qui sont éligibles à Egalim pour aider nos adhérents à atteindre leur objectif Egalim, notamment sur leurs achats. Donc, on a en cours de renouvellement le marché épicerie et surgelé. L'équipe travaille dessus. Il sera renouvelé au 1er janvier 2025 et également renouvelé au 1er octobre 2024 le marché volaille élaborée et dinde des coupes. Un petit focus sur les produits régionaux qu'on est en train d'actualiser pour avoir une copie un peu plus propre. Ça, c'est la photo de l'année dernière. Euh, on avait sur Régal 35% des produits qui étaient flagués comme régionaux.
Comme vous le voyez, viande fraîche, grosse quote-part, fruits et légumes bio, grosse quote-part. Alors, ce n'est que 47% des fruits et légumes bio, mais dans les fruits et légumes bio, bah, on a les agrumes, on a les bananes. Donc là, pour le coup, on est assez restreint en termes d'offres régionales. Mais par exemple, si je rentre en focus sur le pommes et poires bio, on a 100% de notre offre pommes et poires bio qui est régionale. Voilà. Vous pouvez passer à la slide d'après. Et au niveau de la quote-part des produits Egalim, vous avez effectivement 59% de l'offre poisson frais qui est Egalim, la crèmerie à hauteur de 26%, les légumes, la viande fraîche à hauteur de 30%. Donc ça, c'était la copie de l'année dernière, milieu d'année. Sachant qu'on a des marchés qui sont en cours de renouvellement et que l'objectif, notamment sur tous les marchés qui sont lancés, c'est d'augmenter la quote-part des produits Egalim. Alors, c'est un objectif central, mais c'est aussi une demande d'adhérents, hein, d'augmenter la quote-part des produits Egalim et de rentrer, tant que faire se peut, des produits issus de la région sur les prochains marchés épicerie et surgelés. Et donc là, ce sont des échanges avec les distributeurs pour qu'ils puissent référencer autant que faire se peut des produits qui sont fabriqués ou qui sont issus de matières premières de la région. Bien, et donc pour revenir sur la plateforme de commande en ligne Regan, nous, notre intérêt, c'était d'avoir un outil très simple d'utilisation pour que chaque adhérent puisse faire ses commandes directement et les valider en direct avec le fournisseur. Donc les avantages de l'outil, c'est que les commandes se passent directement, à part pour les lycées qui disposent d'un logiciel de GPAO qui s'appelle EasyList. Vous choisissez l'article, on ajoute l'article au panier, il est validé, la commande part directement chez le fournisseur et à partir de là, vous mettez d'accord sur la date de livraison. On retrouve également dans la plateforme les documents essentiels qui sont les fiches techniques du produit, les documents de marché, le BPU, le CCTP, les éléments clés du marché ou encore le RIB. Donc tout est fait en fait pour que ce soit le plus simple possible dans l'utilisation quotidienne. Et pour la slide suivante, c'est pour entrer en contact avec nous, bah, très simplement, soit sur le site, il y a un petit bouton nous contacter, soit l'adresse email unique qui est centrale d'achat@auvergne-rhône-alpes.fr. Et l'équipe répond en général sous 2 jours ou 3 max si c'est un peu plus compliqué. On a une personne qui est dédiée à la relation avec les utilisateurs adhérents. Madame Aïssa Taba. Donc la réactivité de réponse est importante, hein. Et d'ailleurs, à ce titre-là, effectivement, on a lancé un questionnaire de satisfaction adhérent pour jauger de la pertinence des marchés, de l'offre, de la compétitivité prix, et puis aussi du service de l'équipe de la centrale d'un point de vue général. Et effectivement, c'est quelque chose qui est apprécié de la part de nos utilisateurs, c'est la rapidité de réponse. Alors après, il y a des sujets qui sont plus ou moins longs à traiter, qui nécessitent 2 jours parce qu'il faut se rapprocher du fournisseur et que parfois la problématique est chez le fournisseur, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut régler très rapidement chez nous, ça l'est. Voilà, grâce à une personne qui est dédiée adhérent. Après, toute l'équipe est tournée adhérent. Et c'est vrai que là, on a cet avantage-là aussi d'avoir une personne dédiée. Merci. Une réaction par rapport à la part de produits régionaux sur la ligne charcuterie. Vous êtes à 0%. Je reviens à la slide. Pas Egalim, ça doit être produits régionaux. Vous avez Alors, effectivement, ça va être affiné. Et Carole Tavernier, qui est autour de la table, si tu veux intervenir, il y a pas de problématique. Euh, sur cette problématique-là, la définition qu'on avait prise était la définition qui avait été choisie par la direction de l'éducation et des lycées, c'est-à-dire matières premières issues
du territoire est transformé sur le territoire. Voilà, ça c'est la définition très restreinte, sachant que sur la prochaine actualisation des statistiques, on va avoir cette définition plus fabriqué en région, c'est-à-dire quelle que soit l'origine de la matière première. Donc le pourcentage va augmenter. Voilà. Je sais pas si je sais pas si j'ai été claire, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu deux définitions qui se télescopaient. Et là, en élargissant un petit peu cette définition, le pourcentage va augmenter. Et sur la plateforme Régal, par contre, l'adhérent, il aura la possibilité d'affiner cette définition. Soit il vaudra un produit fabriqué en région, quelle que soit l'origine de la matière première, soit il voudra un produit dont la matière première est issue en région, et là, il pourra filtrer et avoir les produits. Comme ça, on affine. Voilà. Comment se passe les livraisons? Est-ce que c'est le fournisseur qui livre ou, Ah oui, oui, oui. Alors, nous, on met la plateforme Régal ou via EasyList pour les lycées, on met à disposition les Mercurial / BPU et les marchés. Les commandes peuvent être faites depuis Régal et ensuite, une commande adhérent, si elle concerne plusieurs marchés, plusieurs prestataires, elles sont reventilées automatiquement chez le prestataire. La relation commerciale, elle est bien entre le prestataire et l'utilisateur et les livraisons s'effectuent directement du prestataire via l'utilisateur, tout comme ensuite la transmission des données, bien sûr, et de la facturation. Nous, on a la centrale d'achat en tant que telle n'achète rien, ne commande rien. Voilà. Nous ne stockons pas non plus, donc tout est Non. chez le fournisseur et tout ensuite se fait en direct entre l'adhérent et le prestataire. Voilà. Et bien entendu, bon, bah, la relation commerciale, elle se fait entre l'utilisateur et le prestataire parce que ben il y a des relations, c'est des relations humaines, hein, donc et puis généralement ils se connaissent. Par contre, quand il y a effectivement des mécontentements ou des dérives récurrentes, les adhérents n'hésitent pas à nous les remonter. Et là, bien entendu, nous, toute l'équipe agit pour trouver des solutions et éviter les dérives, oui, Mmh. et faire respecter les marchés. On parle d'adhérents et est-ce que vous pouvez donner des indications de frais d'adhésion ou est-ce que c'est Oui, un bien pourcentage? sûr. Alors, le droit d'entrée, il est un petit peu il est un peu symbolique. Déjà, il est payé une seule et unique fois, hein. Donc, pour les lycées, les collèges et pour tout acheteur public dont la collectivité locale est inférieure à 2000 habitants, c'est 150 euros. Ensuite, on passe sur les collectivités locales dont la population a entre 2000 et 10 000 habitants, c'est 500 euros. Et pour les collectivités locales dont la population est supérieure à 10 000 habitants, c'est 1500 euros. Voilà. Donc, il faut retenir lycée, collège, 150 euros, droit d'entrée dû une seule et unique fois. Très bien. Et une dernière question, et après on s'arrêtera là parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps. Je m'excuse. Quelle est l'articulation avec la centrale d'achat de l'Isère? Il y a une centrale d'achat en Isère, apparemment. Oui. Alors, centrale d'achat de l'Isère, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'Isère autour de la table, est assez récente, hein, elle a moins d'1 an. Donc aujourd'hui, il y avait effectivement on va dire un accord de complémentarité. Donc voilà, on reste dans cet accord de complémentarité, je l'espère, pour justement pas perturber les adhérents et que voilà, ils ont par exemple Isère offre les fruits et légumes bio sur le département Isère. Nous, la centrale d'achat, on n'a pas de lot fruits et légumes bio pour le département Isère. Voilà. Idem pour la crèmerie. Par contre, la centrale d'achat Isère n'a pas de marché à proprement dit épicerie conventionnelle. Donc là, les collèges on doit avoir une vingtaine de collèges hein, qui sont adhérents de la centrale, peuvent se servir du marché épicerie de la centrale d'achat régionale. Donc on joue la complémentarité. Parfait, merci. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Et ben on va arrêter là avec juste quelques petites
ressources à vous partager qui viennent en complément de ce qui a déjà été proposé, voilà, qui rappellent un peu ce qui a été fait. Juste aussi, on a pour rappel donc, le guide qui est paru en début d'année, commande publique durable et transition écologique, avec une fiche alimentation, la fiche 9. Et vous retrouvez aussi les labels, les SIPO, etc. Et puis les retours d'expérience de Villeurbanne un autre et Haute-Grenoble Métropole sur ces deux marchés. Et puis on avait réalisé aussi en 2019, en décembre 2019, donc c'est pas si vieux que ça, une journée technique à l'Adréal à Lyon, collectivité alimentation durable. Je vous ai mis le lien vers le compte-rendu de cette réunion, de cette journée complète. Vous pouvez retrouver là aussi des retours d'expérience et notamment sur les stratégies d'alimentation qui ont été menées par différentes collectivités en région. Voilà. Je vous remercie. Vous recevrez le compte-rendu et le lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Et les supports de présentation aussi. Et support de présentation. Merci à tous les intervenants. Merci. Bonne journée. Merci à Au tous. revoir. Bonne journée à Bonne vous. journée. Merci. Merci, au revoir. revoir.